Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, nous allons traiter des certificats. Nous allons définir le rôle des certificats, la structure des certificats, et ensuite on va finir par un atelier qui montre comment mettre en place une solution de certificat. Rappelez-vous, dans l'atelier le dernier atelier, dans la configuration de G1E PG, vous avez de votre côté, vous avez généré votre clé publique et vous avez généré aussi votre clé secrète. Puis, vous avez exporté, vous avez séparé votre clé publique de votre clé secrète dans un fichier que vous avez publié dans un serveur de clé. Dans un serveur de clé, vous avez envoyer votre identité, votre adresse mail, puis votre clé publique. Et si quelqu'un veut vous envoyer un message chiffré, il n'a qu'à télécharger votre clé du serveur de clé et l'intégrer dans son application, puis vous envoyer les messages chiffrés avec votre clé publique. Pour charger votre clé, votre destinataire a besoin de chercher dans le serveur de clé votre clé publique soit par votre identité ou bien par votre adresse mail. Un intrus peut facilement se passer de vous. Par exemple, un pirate I peut générer une clé publique en votre nom, générer une clé publique I, une clé secrète I, puis publier dans l'annuaire son identité, ou bien votre identité, et l'adresse email du pirate et la clé publique du pirate. Comme ça, si quelqu'un essaye de vous chercher dans le serveur de clé, en introduisant votre identité, il télécharge la clé, mais les messages vont arriver à l'adresse email que vous avez choisie. C'est-à-dire là, il n'y a pas de sécurité si on n'a pas une autorité qui va gérer ces clés publiques. Les clés publiques ne peuvent pas et ne doivent pas être publiées par n'importe qui. Il faut d'abord effectuer une vérification sur l'identité du porteur de la clé et c'est le serveur de clé doit vérifier l'identité et publier votre clé avec votre identité réelle. Pour ce faire, nous avons besoin d'introduire une autorité de certification dont le rôle c'est gérer l'annuaire des clés, autorité de certification qu'on appelle AC. C'est elle qui se charge de gérer l'annuaire. Pour publier votre clé, vous devez vous adresser à l'autorité de certification en lui montrant votre identité, votre adresse mail, votre clé publique, en fait, toutes les informations qui vous concernent. L'autorité de certification va effectuer les vérifications nécessaires, puis c'est elle qui va publier votre clé publique. Mais la clé publique, si quelqu'un télécharge votre clé publique, il doit savoir qu'il s'agit bien d'une clé de certification qui a été publiée par l'autorité de certification. Et pour cela, nous avons besoin dans notre champ d'une signature de cette clé publique qui est signée par l'autorité de certification, c'est-à-dire KPX signé avec
la clé, comme on signe toujours avec la clé secrète de l'autorité de certification. Comme ça, si quelqu'un veut vous envoyer un email confidentiel, il cherche vos informations depuis l'annuaire, il vérifie que la clé publique a été correctement signée par l'autorité de certification, d'où il est sûr que votre clé publique, c'est bien la vôtre et c'est pas une clé publique qui a été publiée par un intrus. Si on est sûr que c'est votre clé publique, à ce moment-là, on est sûr qu'on échange effectivement avec vous et non pas avec un pirate qui s'est mis à votre place. Donc, le rôle de ce chapitre, c'est montrer comment est structuré ce certificat et on va voir son rôle et son implémentation. Donc, les certificats permettent à leurs détenteurs de s'authentifier auprès d'un tiers. L'authentification, c'est la première étape à franchir pour accéder, pour échanger des informations confidentielles. L'objectif de certificat. Les certificats permettent de réaliser beaucoup de tâches de sécurité telles que par exemple l'authentification d'un serveur. Exemple, si vous avez un serveur web, si vous voulez vous connecter sur le serveur, vous devez d'abord vérifier qu'il s'agit bien du serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter et non pas un serveur qui est mis en place par un pirate. Le rôle de certificat, c'est aussi de crypter ou bien de chiffrer les données. Comme ça, les échanges entre vous et entre le serveur seront confidentiels. Si un pirate arrive à intercepter les données, il ne pourra pas savoir leur contenu. Les certificats permettent d'assurer aussi l'intégrité de données. Elles permettent aussi d'assurer l'authentification de clients. Elles permettent aussi de mettre en place des mécanismes de signature. Le format d'un certificat, comme j'ai dit tout à l'heure, un certificat est formé par votre identité, votre clé publique et votre clé publique signée par la clé secrète de l'autorité de certification. Ça, ce sont les informations de base. Mais en général, un certificat est géré par une autorité de certification et contient plusieurs informations sur le certificat. C'est-à-dire, on ajoute à ceci d'autres champs. Mais les champs obligatoires, les champs importants, ce sont votre identité, votre clé publique et votre clé signée par la clé secrète de l'autorité de certification. En général, un certificat est formé de la version de certificat, numéro de série de certificat. Numéro de série, c'est l'autorité de certification qui gère ces certificats. Le premier certificat généré porte le numéro 1, deuxième certificat porte le numéro 2, et ainsi de suite. Identification des algorithmes qui sont autorisés. Généralement, ici, on utilise une fonction de hachage telle que MD, MD5 ou bien MD2 ou bien SHA-256 et les paramètres, les algorithmes de cryptage utilisés. Et si nous avons besoin d'un système de cryptage asymétrique qui est le RSA. Délivreur, c'est l'identité de l'entité qui vous a délivré le certificat. Si on veut vous délivrer un certificat, le certificat vous serait valable parce que c'est payant, il est valable pendant une durée. Et là, dans le certificat, nous avons une durée de validité de votre certificat, c'est-à-dire une date pas avant et une date à laquelle elle va être expirée. Le sujet de certificat, c'est-à-dire le bénéficiaire de certificat. Là aussi, on va donner l'identité de bénéficiaire de certificat. Et la clé publique, votre clé publique est votre clé qui est signée par l'autorité de certification. Exemple, quand vous utilisez votre explorateur, généralement, vous avez accédé à des sites qui doivent être authentifiés.
Et pour cela, si vous cherchez dans la section certificats de votre explorateur, vous allez trouver un certain nombre de certificats qui ont été installés. Et on peut importer ou bien on peut exporter des certificats. Là, cette section, c'est juste pour vous montrer les informations que j'ai dit tout à l'heure, vous montrer ces champs dans un certificat qui est réel. Exemple, si je prends le premier certificat, je vais trouver détail général sur ce certificat. Ce certificat est conçu pour les rôles suivants. Il est conçu pour protéger le courrier électronique, garantir votre authentification, assure l'intégrité du logiciel, protège le logiciel, assure aussi l'intégrité, garantir l'authentification de l'ordinateur distant. Délivré à le bénéficiaire, c'est celui-là, et délivré par et euh, le, l'autorité de certification, c'est classe 3, public primaire. Et la durée de validité, c'est entre ces deux dates-là. Et là, pour voir le détail du certificat, je clique sur l'icône détail. Et là, j'ai la version, le numéro de série, euh, les algorithmes de signature. Par exemple, ici, c'est MD2 et RSA. L'émetteur de certificat, c'est celui qui a délivré le certificat. Durée de validité. L'objet, c'est le bénéficiaire de certificat. La clé publique, c'est RSA 1024 bits et ainsi de suite. Et on peut voir chacun, on peut passer à chacun des champs pour voir le contenu de chaque section. Numéro de série, par exemple, algorithme, c'est MD de RSA. L'émetteur, c'est l'identité de l'émetteur, c'est une identité avec le DN, avec ce qu'on appelle le distinguished name. Un DN est formé par quoi? Est formé par un nom de country, c'est le pays, par le nom de l'organisation, par le nom de l'organisation unit. Par exemple, ici, country, c'est Maroc. L'organisation, par exemple, c'est Qadi Ayad. L'organisation unit, c'est FSSM. Et le nom et l'entité, par exemple, c'est euh, l'entité, par exemple, c'est Keram. Et là, le DN, le nom de distinction, c'est Keram point fssm point point ma. Ça, c'est le distinguished name. Exemple ici, émetteur, c'est organisation unit, c'est classe 3 public primary. Organisation, c'est Versal incrément. Et country, c'est US. On va voir tout à l'heure comment ce sont les identités qu'on doit implémenter dans les certificats. Durée de validité, et ainsi de suite. Donc, pour utiliser des certificats, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle une PKI pour Public Key Infrastructure. Infrastructure, ou bien une infrastructure à clé publique. Une infrastructure à clé publique, c'est quoi? C'est si une entité a besoin de publier ses informations ou bien a besoin de publier sa clé publique, elle doit s'adresser à une autorité de certification. Cette autorité de certification, elle est composée de trois entités. D'abord, l'entité X. L'entité X va aller dans un service, c'est pour enregistrement, qu'on appelle autorité d'enregistrement. Autorité d'enregistrement, c'est le service auquel le X va présenter ses documents pour être enregistré.
Une fois enregistré, les informations enregistrées vont être soumises à un autre service qui est l'autorité de certification. C'est un service qui a pour rôle de signer la clé publique qui a été enregistrée au niveau de l'autorité d'enregistrement. Et ensuite, une fois votre clé publique signée, c'est-à-dire votre certificat, elle est formée, votre certificat va être publié par l'autorité de certification dans un annuaire qu'on appelle aussi un système de distribution de clés ou bien un système de distribution de clés ou bien un serveur de clés ou bien un serveur de clés. Donc là, nous avons dans une autorité de certification, nous avons une autorité d'enregistrement à laquelle nous soumettons nos papiers de justification. L'autorité d'enregistrement va s'assurer de nos papiers et va les soumettre à l'autorité de signature qui va signer la clé publique et ensuite va envoyer le tout à un service qui va gérer, qui va publier notre clé, notre certificat dans un annuaire. Exemple d'opérateur de certificat, exemple le VeriSign, c'est l'opérateur connu à l'échelle mondiale. GlobalSign, créé en 1996, c'est un réseau de certification internationale dont le siège est à Bruxelles. GlobalSign, c'est l'autorité de certification officielle pour la Commission européenne. VeriSign, c'est le leader mondial. En France, nous avons TAUT, CERT+, CERT-MOMIS qui sont des autorités de certification. Au Maroc, nous avons Barid Bank qui est un opérateur de certification. Et là, si vous voulez avoir un certificat, vous vous connectez dans le site pour soit obtenir votre certificat, soit soumettre une requête de certification, ou bien vous pouvez révoquer votre certificat si vous avez un certificat et vous voulez qui ne soit plus utilisé. Et vous avez, bien sûr, les certificats sont payantes. Et là, dans cette section, vous avez les offres tarifaires des certificats. Ici, on va jeter un regard sur le site de Barid Bank pour avoir certaines informations sur ces certificats. Exemple ici, question tarif. Ce tarif, peut-être ils sont changés, mais il faut consulter le site pour voir s'il y a un changement ou non. C'est juste pour donner un exemple que les certificats sont payants. Tarif pour la fourniture ou le renouvellement des certificats sécurisés et tarif relatif au support hébergeant le certificat, tarif pour accéder aux informations d'état et de révocation de certificat, tarif pour le déblocage de certificat. Les pièces à fournir pour obtenir un certificat, comme vous voyez ici, justification d'identité de personne, c'est-à-dire les informations qu'on doit fournir à l'autorité d'enregistrement. Une fois, si on souhaite avoir un certificat, on doit s'adresser à l'autorité d'enregistrement de certificat pour leur fournir les informations suivantes, ou bien les documents suivants. C'est un formulaire relatif au dossier de requête dûment rempli daté de moins de 3 mois. S'il s'agit d'un certificat de classe 2 ou 3, des formulaires doivent être légalisés. Parce que ici, on doit s'assurer d'une identité. Ça veut dire que les documents fournis doivent être authentiques. Si nécessaire, procuration légalisée. Si par exemple, quelqu'un vous délègue d'obtenir un certificat à sa place, les conditions générales doivent être co-signées par le mandataire et le porteur avec mention d'approbation. Une copie légalisée de CIN, passeport du futur porteur. Une enveloppe contenant les questions secrètes. Donc là, vous voyez qu'il y a un ensemble de documents à fournir à l'autorité d'enregistrement pour s'assurer de votre identité. Et après ça, c'est l'autorité de certification qui va lancer la requête de certificat et elle va vous signer, va vous signer votre certificat et le publier dans l'annuaire. Vous pouvez aussi avoir des certificats d'essai. Par exemple, ici,
Je me suis connecté sur l'autorité de VeriSign. Et là, vous avez comment utiliser des certificats pour faire des essais gratuits de certificats. Les étapes à suivre, vous avez un certain nombre d'étapes. C'est génération d'une requête de certificat. Puis, là, je vais vous montrer. Étape 1, on va entrer les contacts techniques, c'est-à-dire l'enregistrement. Étape 2, on va envoyer une requête de certificat, puis une requête de signature de certificat, et finalement par l'installation de certificat. Là, c'est un exemple que j'ai suivi. J'ai contact technique, j'ai introduit mes informations. Là, j'ai introduit ma requête, j'ai généré ma requête de certificat et je l'ai introduit. Et je dois choisir l'utilisation de certificat. Est-ce que le certificat est utilisé pour la messagerie ou bien pour le paiement électronique? Parce que chaque service a son tarif. Là, un autre opérateur de gestion de certificats qui devient de plus en plus employé, c'est Comodo. La même chose, Comodo, c'est je copie ma requête ici, je génère ma requête de certificat et je la copie ici et le certificat va être généré. Et tout ça, on va voir comment on va le faire nous-mêmes de façon manuelle. Champ d'application de certificat, les certificats sont employés dans n'importe quelle application qui nécessite un climat de confiance, tel que le commerce électronique, le banking, le e-banking, le e-learning, le e-gov, des solutions pour entreprises. Maintenant, le certificat est largement demandé et il devient même obligatoire. Par exemple, si je prends le domaine du commerce électronique, vous avez un internaute qui a besoin de se connecter sur le site de marchand. Et par la suite, dans les conditions nécessaires ici, c'est que l'internaute doit être sûr qu'il s'adresse effectivement, qu'il est sur le site du commerçant et non pas sur le site d'un pirate. Et pour cela, l'internaute a besoin d'authentifier le site du commerçant. Ensuite, le site de marchand transmet à l'internaute le bon de commande électronique. Et là, des fois, il est souhaitable à ce que le commerçant aussi s'assure de l'identité de l'internaute. L'internaute valide la commande et saisit ses coordonnées, celles de sa carte bancaire. L'ensemble est chiffré et route automatiquement vers la plateforme de paiement. Ici aussi, l'internaute a besoin d'être sûr qu'il est connecté dans la plateforme de paiement et non pas d'une plateforme qui est implémentée par un pirate. Et la plateforme a besoin aussi de s'assurer de l'identité de l'internaute. Et il y a des informations qui sont sensibles ici, qui vont être échangées, telles que les codes bancaires. Et là, nous avons, en plus de l'authentification des entités, nous avons besoin d'un chiffrement des données qui sont transmises. Ensuite, la plateforme vérifie les données reçues et se connecte à la banque. Là aussi, la plateforme doit être sûre qu'elle est connectée à la banque. La banque doit être sûre qu'il s'agit bien de la plateforme qui est connectée. Et là, nous avons besoin d'une confidentialité des données au niveau des échanges. La banque gère la demande d'autorisation via le circuit interbancaire et transmet la réponse à la plateforme. La réponse est transmise à l'internaute et après règlement, la banque de l'internaute débite le compte la banque débite le compte de l'internaute. Dans tous ces échanges, nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de l'authentification du correspondant, c'est-à-dire de destinataire, nous avons besoin d'authentifier l'identité de l'émetteur et nous avons besoin de sécuriser les échanges.
L'idée, c'est quoi? C'est la solution, c'est quoi? C'est utiliser les clés publiques, c'est utiliser les certificats. Le rôle de certificat, c'est pour envoyer des documents officiels à celui-là, pour authentifier celui-là et échanger des clés. Nous avons besoin par exemple, ici c'est Bob, nous avons besoin de télécharger la clé publique de Bob. Une fois nous avons téléchargé la clé publique de Bob, qui est gérée par l'autorité de certification, c'est-à-dire que je suis sûr que maintenant je communique avec Bob. Et là, une fois si j'ai obtenu cette clé, je suis sûr que qu'il s'agit effectivement de Bob et non pas c'est de la clé publique d'un pirate. Et là, on génère une clé de session KSS qu'on va envoyer à Bob avec sa clé publique. Et comme ça, j'ai une clé de session je suis sûr maintenant de l'identité de Bob, parce que si Bob arrive, seul Bob peut arriver à avoir la clé secrète, parce que c'est lui seul qui connaît la clé avec laquelle elle va obtenir cette clé de session. Si j'ai une clé de session ici et la clé de session elle est là, maintenant j'ai un VPN entre ces deux entités et là nous avons un échange confidentiel entre les deux identités. Donc vous voyez ici que nous avons une authentification de cette entité et nous avons des échanges sécurisés. Exemple, s'il s'agit ici d'un serveur web, un serveur web a généralement son certificat qui est publié ici, c'est la clé publique du serveur web. Là, si on obtient la clé publique du serveur web, à ce moment-là, on génère une clé de session qui va nous être échangée par le serveur web et par la suite, nous allons obtenir du HTTPS, c'est-à-dire une authentification du serveur web et une clé de session partagée avec nous et le serveur web par laquelle les échanges vont être cryptés. Donc, le préalable du commerce électronique ou bien, c'est un climat de confiance entre les différents acteurs, un système de logistique et un paiement électronique sécurisé. Maintenant, pour mettre en place ces certificats, on recourt à SSL. Comme je rappelle que SSL a été universellement adopté sur le World Wide Web pour authentifier et crypter les communications entre clients et serveurs. SSL a été inventé par Netscape en 1994 et l'IETF a racheté le brevet à Netscape en 2001 et l'a renommé TLS. SSL s'intercale dans la suite de protocoles TCP/IP comme montré dans le schéma. SSL, ou bien l'emploi de certificat est divisé en deux parties. C'est le SSL Handshake Protocol, c'est-à-dire une serre de main, puis SSL Record Protocol, c'est-à-dire échange. Dans SSL Handshake Protocol, dans cette étape, on échange de main. On se salue, c'est-à-dire on se reconnaît. Là, d'abord, il y a reconnaissance des deux entités. Là, c'est authentification des deux entités d'extrémité. Et SSL Record Protocol, c'est après reconnaissance, on échange des données chiffrées. Donc, SSL, ou bien l'utilisation des certificats SSL, se déroule en deux phases. Phase de reconnaissance et phase d'échange de données. Phase de reconnaissance et changement de clé et échange de clés de session et phase d'échange de données cryptées avec l'échange de clés. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Donc, comme j'ai dit, SSL Handshake Protocol négocie la méthode de cryptage à utiliser et procède à l'authentification du client et serveur. Dans cette phase, on s'intéresse uniquement à l'authentification de clients et de serveurs, puis à partager une clé de session. Et SSL Record Protocol, elle va envoyer les données chiffrées avec la clé de session qui a été partagée. Donc, une autre façon de dire ça. Maintenant,
pour une transaction SSL. Comment ça se passe? Vous avez ici un client et un serveur, par exemple un serveur web. Le client va lancer une requête de connexion au serveur. Le serveur répond par envoi au client de son propre certificat. Donc, on envoie le certificat, il envoie le certificat, et le serveur peut aussi demander le certificat de client à des fins d'authentification. Là, nous avons deux cas. Dans certains cas, on n'a pas besoin, le serveur n'a pas besoin d'authentifier le client, comme l'exemple de la majorité des sites web. Mais dans certaines applications, le serveur a besoin d'authentifier le client. Donc ici, le retour de le certificat du serveur, et bien sûr, si on a besoin d'authentifier le client, on va lui envoyer une demande de son certificat. Maintenant, de ce côté-là, le client va vérifier le certificat. Le certificat, c'est quoi? C'était ce qu'a envoyé le serveur. Il a envoyé sa clé publique, la clé publique du serveur, avec la clé publique du serveur, mais signée avec la clé secrète de l'autorité de certification. Le client va vérifier le certificat du serveur, comment il procède, et il va décrypter KPS, il va décrypter ce bloc. Je ne dis pas décrypter parce que c'est pas un cryptage ici, c'est uniquement une signature. Il va vérifier la signature, puis pour obtenir KPS et le comparer avec la clé publique KSS. S'il s'agit bien, si c'est identique, à ce moment-là, le client est sûr qu'il s'agit bien effectivement de la clé publique du serveur. Si par exemple le serveur ici a demandé le certificat de client, le client peut aussi retourner son certificat au serveur. Entre ces étapes-là, il y a des vérifications des deux côtés et il y a eu aussi une négociation des algorithmes de cryptage qui vont être employés. Et finalement, une clé de session va être générée par un des deux entités et cette clé va être envoyée à l'autre. Par exemple, ici, la clé de session va être envoyée à KPS. Et comme ça, la clé de session, elle est partagée uniquement entre le client et le serveur. Et finalement, j'ai une communication sécurisée entre le client et le serveur. Et comme vous voyez ici, cette phase ici, c'est la phase du handshake protocole. Et cette phase-là, c'est la phase du record protocole. Si je prends le même schéma, si je le prends en détail, le client envoie au serveur une requête client hello. Le serveur va répondre par un serveur hello. Il va présenter son certificat au serveur. Son certificat, c'est quoi? C'est la clé publique du serveur et la clé publique de serveur signée avec l'autorité de certification. Plus d'autres informations, comme j'ai expliqué, dans le format de certification. Il peut aussi demander si, par exemple, le serveur a besoin d'authentifier le client et doit lui envoyer une demande de son certificat, puis un spectre d'algorithme de système de cryptage. Après, le client va vérifier le certificat qu'il a obtenu du serveur. Puis, si par exemple il a reçu la demande de certificat, il va répondre ici par son certificat et par une négociation des systèmes de cryptage à employer. Et finalement, l'un des deux entités va générer une clé de session et va la remettre à l'autre côté et les applications vont être échangées par la clé de session qui a été partagée. Donc, description, je reviens pour décrire chacune des transactions. Donc, le message
client hello est envoyé du client vers le serveur avec, entre autres, les numéros suivants: numéro de version de SSL, numéro aléatoire, liste des stratégies de chiffrement supportées, les algorithmes de compression et de décompression. Le serveur peut envoyer le message certificate et la liste des certificats de la chaîne des autorités de certification. Ça, on va en revenir par la suite pour expliquer qu'on pourra avoir aussi une chaîne des autorités de certification, c'est-à-dire une autorité qui signe le certificat d'une autre autorité. Le serveur peut demander le certificat de client par le message certificate request. Serveur qui exchange ou le cas où le serveur n'a pas de certificat, SSL utilise d'autres mécanismes de cryptage de clés. Un message de type server hello done envoyé par le serveur marque la fin de la phase hello pour ce dernier. Certificate, le client vérifie le certificat envoyé par le serveur. Certificate verify ici, verify. Client qui exchange, c'est le client génère une clé primaire ou bien une clé de session qui va être échangée avec le serveur. Certificate, le client envoie son certificat. Change cipher spec, c'est un stockage de paramètres de chiffrement négocié lors de la procédure de la serrée de main. Le message finisher envoyé par le client clôture la procédure du handshake protocol. Et par la suite, on passe à la phase d'échange des données. Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment mettre en place une PKI, une public key infrastructure, c'est-à-dire une autorité de certification qui gère l'autorité d'enregistrement, l'autorité de certification et la publication des certificats. Et bon courage.